Je dois vous avouer que je suis passionné par l'histoire de France. L'histoire de la France, c'est quelque chose d'exemplaire, parce que ça a influé sur le monde entier. Et il y a des tas de périodes de l'histoire de France où la France était grande, grandiose. Et puis ensuite, elle a perdu un peu de sa médaille, de quelque chose qui a influencé le reste du monde. Et là, je voudrais me concentrer là-dessus, sur la France au XIXe siècle, où il y a une perte de l'influence française sur le reste du monde, et où elle a perdu un peu sa place, et j'ai voulu regarder différentes raisons pour tout ceci. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien, je vais être obligé de revenir en arrière, même jusqu'à Clovis, un peu pour resituer le tout, et je voudrais vous parler de plusieurs choses qui ont défini ce qui a fait de la France, grande et moins grande. Tout d'abord, sa stratégie géopolitique, mais également les changements de population, pas seulement en France, mais en France par rapport aux pays qui l'entouraient. Pourquoi, à partir d'un certain moment, la France, qui avait la plus grande population en Europe, d'un seul coup, n'a pas eu la même croissance qu'ailleurs, et je voudrais regarder les raisons pour ceci. Et finalement, les différentes politiques de relations extérieures, de relations internationales qu'il y avait en France. Tout d'abord, on peut toujours parler que la France a commencé avec Clovis en 481, quand Clovis a été couronné roi des Francs. Ensuite, on connaît la bataille, il est devenu chrétien à cause de sa femme Clotilde, et tout ça, etc. Et à l'époque, la France était encore sous un régime très féodal. Et donc, il y avait des bagarres entre différents nobles et des notions pour le pouvoir qui étaient complètement différentes. Et les Mérovingiens, ensuite, ça c'est toute une discussion, les historiens ne sont pas d'accord là-dessus, ont perdu un peu leur pouvoir, ont été remplacés par les Carolingiens des Pépins. Pépin le Bref était déjà un Carolingien. Et ensuite, on arrive à l'époque de Charlemagne, où Charlemagne crée un empire immense. Il arrive à avoir la bénédiction de la papauté. Le pape a besoin de Charlemagne pour le protéger. Charlemagne a besoin du pape pour le légitimer. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que Charlemagne était un franc, un germanique. Et donc, il y avait certaines habitudes, traditions, lois qui restaient germaniques. Donc, chez les tribus germaniques, quand il y avait le père qui mourait, il divisait tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire toutes ses terres, ses royaumes, tout ce que vous voulez, entre les différents fils d'une façon égale. Ça n'allait pas au fils dominant, c'est-à-dire ça n'allait pas à l'aîné. Donc on divisait. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant dans toutes les tribus germaniques. C'est pour ça qu'on avait du mal à les maîtriser. Les Romains ont eu beaucoup de mal s'ils n'avaient pas été trahis. Ces tribus germaniques n'avaient pas été trahies par Germanicus lui-même avec les Romains. Ils ont résisté complètement à l'Empire romain. Et parce que Rome ne savait pas où donner de la tête ou qui attaquer réellement sur ce plan-là. Donc ça, c'était une des forces. Partout, les faiblesses de certains deviennent des forces et les forces de certains deviennent des faiblesses. Et donc ça, c'était une des forces féodales qui existait. Donc, cette séparation entre différentes personnes à l'époque de Charlemagne. Ensuite, la France est restée relativement féodale, même à l'époque des Capétiens, UCAP qui arrive au pouvoir en 987. Ensuite, il y a l'invasion des Normands, qui est accompagnée par le grand schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, à 2 années près. Tout ceci est en train de se passer dans un mouchoir de poche sur le plan historique. Et la France continue à avoir une certaine croissance féodale avec tout ce que ça amenait sur le plan culturel. Je ne veux surtout pas enlever quoi que ce soit à la structure féodale, aux seigneurs et aux chevaliers et à tout ce que ça a amené sur le plan culturel. Mais la France n'était pas encore la grande France. Pour moi, la grande France a commencé avec Philippe Auguste au début du XIIe siècle. Au début du XIIIe siècle, pardon, en 1200 et quelques, et ensuite il y avait son petit-fils, Saint-Louis, etc. Et on peut attribuer à Philippe Auguste énormément de force dans le fait d'unir la France
Mais moi, j'irais me concentrer surtout sur un aspect qui a changé, qui était l'aspect économique, où on a arrêté d'échanger certaines valeurs les unes contre les autres, et l'État, sous Philippe Auguste, a commencé à frapper la monnaie. Et dans le contexte de l'Europe, dans le contexte surtout de la partie qui est en train de devenir la France, c'était la première fois depuis Rome qu'on frappait la monnaie. Et ça, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça permet à Philippe Auguste d'être payé en monnaie sonnante et trébuchante par les nobles. C'est ce qui a renforcé le pouvoir centralisateur de Philippe Auguste. Et c'est là où il y a la naissance de la France, de la Grande France, l'ancienne France, de l'ancien régime, comme on dit, quand ça a commencé. Maintenant, ça a été lourdement accéléré par la victoire sur l'Angleterre. On connaît toute l'histoire de Jeanne d'Arc, je ne vais pas revenir là-dessus. Et tout ceci s'est manifesté après avec François Ier. Il faut comprendre qu'avant Philippe Auguste, le royaume français était tout petit. Il y avait bien plus de possessions de Guillaume le Conquérant en Normandie qui descendait jusqu'à toute l'Aquitaine. Les Bourguignons et les ducs bourguignons étaient rapprochés du Saint-Empire romain et de toutes les tribus de ce côté-là. Ils ont failli aller même du côté arien lors des séparations hérétiques par rapport à l'Église catholique. Il y avait une complexité qui était énorme. Et là, avec François Ier, vient la grande France, la grande centralisation de la France. Et avec l'argent, la puissance et tout cela, il y avait même une puissance culturelle qui pouvait s'imposer. Après tout, François Ier avait invité Léonard de Vinci pour qu'il vienne en France. Il était venu au château de Chambord, il lui offrait des tas de choses. Il lui offrait tout son avenir. Il y avait une puissance de mécénat en France qui était en train de devenir l'envie du monde entier. Là, tous les autres pays européens regardaient cette centralisation de la France et la force monarchique qui en découlait, et ils regardaient ça avec une envie énorme, y compris les Russes, y compris, mais toute l'Europe. L'empire polono-lituanien regardait la France et ils se disaient c'est énorme. Et ensuite, qu'est-ce qui a commencé à se passer avec cette centralisation? Il y a eu une maîtrise de tous les nobles. Vous voyez, par exemple, on part toujours du fait que dans les livres d'histoire, on a tendance à dire que Louis XIV a construit Versailles parce qu'il a voulu fuir Paris pour se protéger et éventuellement de l'âme de la Révolution qui est en train de se nourrir. Mais c'était même pas ça, c'est qu'il avait construit Versailles parce qu'il a invité tous les nobles à vivre autour de lui. C'est là où il y a eu tous les courtisans. La grande cour de Versailles est devenue la cour où c'était un honneur pour certains nobles, par exemple, de réveiller le roi, pour d'autres de le laver, de faire énormément de choses dans le genre. Et ils étaient tous autour de Louis XIV, et donc lui, il avait un pouvoir qui était énorme. C'était sans doute une des périodes du plus grand pouvoir qui existait en France. Mais en même temps, les nobles n'étaient pas sur leur terre, et ils n'étaient pas là pour ramasser des tributs. Donc, il y avait un amoindrissement des caisses de l'État, parce que les nobles n'avaient pas autant d'argent à récupérer et à donner au roi. Et c'est également les années où la France a aidé, on a tendance à oublier, mais que c'était à l'époque de Louis XIV, que la France a aidé les colons américains à se battre contre les Anglais, parce que il y avait le grand ennemi de la France, c'était l'Angleterre. Donc, si on pouvait soutenir quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il fallait faire. Et là, l'aide aux colons américains, parce qu'il fallait envoyer de l'aide par les bateaux, etc., ça a coûté très cher et ça a commencé à ruiner la France. Alors là, je vais faire un saut assez rapide à travers toute la Révolution française, etc., pour comprendre ce qui s'est passé après. Mais, en attendant, je voudrais revenir sur certains faits de population.
parce qu'on passe outre ça dans la plupart des livres d'histoire. Vous voyez, en 1500, écoutez-moi bien, en 1500, la population de la France était de 15 millions. Et avec 15 millions, c'était de loin le plus grand pays européen. Et je vais rentrer dans tous ces détails-là bien plus. Là, je suis en train de vous faire un truc sur YouTube rapide, mais si vous voulez en apprendre bien plus sur tout ceci et comprendre ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui en même temps, je développe tout ça d'une façon bien plus ample dans une des séries que l'on a sur notre chaîne Patreon. Alors, n'hésitez pas à aller vous abonner dans Patreon à une des possibilités d'abonnement pour que vous puissiez apprendre tout ceci sur la France. C'est fondamental de connaître tout ça pour savoir où on va. Parce que, comme disait Mark Twain, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Donc, en fin de compte, on a besoin de comprendre des choses en histoire pour voir certaines choses qui sont en train de se passer maintenant. Et j'ose penser que j'ai découvert certaines choses dans l'histoire française qui est intéressante. Donc, je reviens à la France. 15 millions de population en 1500. À l'époque, l'Angleterre n'en faisait que 3,9. L'Espagne, 6,8. Toute l'Allemagne, tous les tribus, etc., confondus dans le Saint-Empire romain, on est à l'époque de Charles Quint, c'était 12 millions, mais ils étaient divisés. Donc, il n'y avait pas la même force qu'en France. Hein. À l'époque de François Ier, il y avait une force énorme. Alors que Charles Quint voyageait sans arrêt, il allait en Italie, il allait en Espagne, il allait partout. Et il n'arrivait pas à réunir toutes les différentes tribus germaniques. En Italie, il y avait 10 millions, en Autriche, 8 millions, et en Russie, il y avait 16 millions, presque 17 millions à l'époque. On va passer de 1500 à 1700. D'accord? En 1700, la population française est passée de 15 millions à 21 millions 500. En 1800, c'est passé à 30 millions. Et l'Angleterre était passée de 3,9 à 6,1, l'Espagne à 8,2, l'Allemagne était passée à 16 millions, et puis ensuite l'Italie à 13, l'Autriche était passée quand même à 15 millions, et la Russie était déjà à 26 millions, mais la Russie était à part. Vers 1700, c'était l'époque de Pierre le Grand en Russie, et lui regardait toute l'Europe et surtout la beauté de la France sur le plan monarchique, sur le plan structure du gouvernement pour pouvoir gérer les choses de la même façon en Russie. Et il était le premier grand tsar, qui est un autre mot pour César. Il était le premier grand César de Russie. Pour moi, la date qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle j'aimerais bien me pencher, c'est 1820. Parce que là, on rentre dans la période post-napoléonienne, et c'est là où, pour moi, la période devient très difficile en France, entre 1820 et 1913, vous voyez, juste avant la Première Guerre mondiale. En 1820, la population de la France est à 30 millions. L'Angleterre représente environ 68% de la France en population à cette période-là. L'Espagne, 39%. L'Allemagne, 80% de la France. L'Italie, 64% de la France. Et l'Autriche-Hongrie, parce que c'est l'Empire austro-hongrois, 80%. La Russie est déjà plus grande que la France, mais on n'en est pas encore dans la grande période, dans la période d'Alexandre le Grand, où la Russie est en train de commencer à s'imposer, mais seulement dans ce domaine-là. La Pologne et l'Empire polono-lituanien a déjà disparu, a été séparé entre la Russie, la Prussie et l'Autriche-Hongrie. Pourquoi est-ce que c'est important? La Pologne a été systématiquement un allié de la France quand la France avait besoin de faire des bras de fer avec d'autres pays où elle pouvait entourer, par exemple, la force de l'Allemagne avec la Pologne de l'autre côté. Napoléon avait fait appel à des tas de Polonais pour chercher à envahir la Russie, mais la Pologne avait été éclatée entre tous ces différents pays et ne pouvait plus être là pour aider la France. Et la Pologne veut dire, mais est-ce qu'elle était vraiment importante? Oui, parce que
en 1683 encore, quand l'Autriche était envahie par les Ottomans, l'Autriche a fait appel à Jan Sobieski, le roi de Pologne, Jan Sobieski II, pardon, le roi de Pologne à l'époque, pour qu'il vienne défendre l'Autriche, et c'est Jan Sobieski II qui a repoussé l'invasion ottomane, l'invasion musulmane aux portes de Vienne en 1683, le 11 septembre, mais ça c'est encore une toute autre histoire si on se réfère au 11 septembre à ce moment-là. Et la France, après qu'on n'avait plus de la Pologne, systématiquement, elle cherchait à s'allier avec l'Empire ottoman, ce qui était très curieux. Même à l'époque de la guerre de Crimée, etc., il y avait régulièrement des accords avec l'Empire ottoman, ce qui a fait que la France a eu beaucoup d'autres problèmes avec d'autres pays européens sur ce plan-là, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la France, a priori chrétienne, allait chercher des alliances avec l'Empire ottoman, mais il fallait voir que la France était en train de devenir de moins en moins chrétienne, et peut-être que là, il y a une clé là-dessus également. Alors, en 1776, lors de la déclaration d'indépendance en Amérique, les États-Unis d'Amérique, qui venaient de naître, n'avaient que 2,5 millions de personnes dedans. En 1800, ça faisait 5 millions. En 1810, ça faisait 7 millions. Et en 1803, Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis, ce qui a permis aux États-Unis de commencer à pratiquer leur politique de destinée manifeste. Ils considéraient que c'est une destinée manifeste de Dieu, que l'Amérique aille d'un océan à l'autre. Pour remplir tout ceci, il y a des films qui ont été faits, il y en a avec Tom Cruise, etc., qui s'appellent Far and Away, où il fallait que les gens aillent vers l'ouest, et s'ils marquaient leur terrain, où ils voulaient, ils avaient un terrain de 1600 mètres sur 1600 mètres, et donc les gens l'avaient gratuitement dès qu'ils pouvaient aller dans ce sens-là. Et à l'époque, là, en Amérique, la population est en pleine croissance. Alors, ce qui était très curieux, c'est qu'entre 1820 et 1913, la population de la France n'a pas eu du tout la même croissance qu'ailleurs. Si on regarde, par exemple, en 1820, je vous ai lu ce que représentaient les autres pays par rapport à la population française, mais si on passe à 1913, l'Angleterre, qui faisait que 68% de la France en population, maintenant représente 110% de la France. L'Allemagne, qui représentait 80% de la France en population, maintenant représente 157%. Même l'Autriche, qui représentait 80%, maintenant représente 121%, donc il y a une croissance énorme. Et la Russie, maintenant, représente 377% de la population française. Pire, les États-Unis, où il y avait en 1820 9,6 millions de personnes, alors qu'en France, il y en avait 30 millions, ça veut dire que c'était même pas 30% de la France. En 1913, en Amérique, il y a 100 millions de personnes. Et ça, c'est absolument énorme. Imaginez-vous 100 millions de personnes alors qu'en France, il y avait 42 millions de personnes. Et depuis 1913, il n'y a pas eu tellement de croissance en France. En 1958, quand le général de Gaulle est devenu président, il y avait 44 millions. Alors pendant la période de De Gaulle, il y a quand même un peu de croissance, de 58 à 1970, quand il y a eu 50 millions, et aujourd'hui, il y a environ 65 millions, mais ce n'est pas une croissance très forte. Ça veut dire que, quelque part, s'il n'y a pas de croissance de la population, l'influence va être moins grande, parce que il y a eu une croissance de population bien plus grande en Angleterre. C'est pour ça que l'Angleterre a bénéficié de l'explosion de la révolution industrielle, bien plus que la France. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de telle croissance de population en France? Tout d'abord, il faut comprendre que pendant les guerres napoléoniennes, la France a perdu 20% de sa gente masculine. La France a perdu 20% de ses hommes pendant les guerres napoléoniennes.
Et on a du mal à s'en remettre parce que déjà, il manque dans la population, il manque dans la force de travail. Il faut comprendre qu'à l'époque, les femmes étaient bien plus au foyer, etc. C'est les hommes qui travaillaient. D'un seul coup, ils ne sont pas là pour travailler. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, ils ne sont pas là pour continuer à ensemencer les femmes, je suis désolé de le dire de cette façon-là, mais pour qu'il y ait croissance de population. Et il y a un appauvrissement général de la population parce que Napoléon avait décidé d'entériner certaines lois qui venaient de la Révolution française, notamment les lois sur l'héritage. Avant, pendant toute la période, la grande période de la France, de l'Ancien Régime, à l'époque de Louis XIV, de François Ier jusqu'à Louis XIV, quand il y avait des héritages, c'est l'aîné dans la famille qui héritait des terres, et ensuite il s'arrangeait avec ses frères qui allaient travailler avec lui, ou bien qui allaient aller faire des choses ailleurs, etc., etc. Mais c'était l'aîné qui héritait, et on ne divisait pas. Et ça permettait à certaines fermes d'être fortes et de pouvoir continuer à contribuer à avoir de l'argent. Alors que, à l'époque, comme quand même les familles étaient assez grandes, il y avait par exemple une huitaine d'enfants en moyenne, et si on considère qu'il y avait 4 filles, 4 garçons, ben, sur les 4 garçons, si on divisait une propriété entre 4, ben déjà c'était difficile. Et la génération suivante, si on divisait de nouveau entre 4, ben 4 x 4, 16, et ensuite 4 x 16, 64, un 64e, on ne pouvait plus vivre. En 3, 4 générations, ça ne pouvait plus être vivable. Et c'est ce que nous disent beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, c'est qu'ils ont de plus en plus de mal de cette façon-là. Et ça, cette notion d'héritage que Napoléon avait pris de la Révolution française, tout simplement parce qu'idéologiquement, il fallait mettre l'égalité en avant, bien ça a détruit, quelque part, une partie de l'économie française qui était essentiellement agricole. L'autre aspect, c'est un qui vient du siècle des Lumières, de Voltaire, et qui est passé par la Révolution française, où il y a eu une réduction de la foi en France, qui a diminué considérablement la foi en l'avenir. Et s'il n'y a pas de foi en Dieu, on a du mal à croire en l'avenir, etc., etc. Et la foi a faibli considérablement en France par rapport aux autres pays européens. Et aujourd'hui, c'est encore le cas entre l'Europe de l'Ouest maintenant, parce que le manque de foi qu'il y a en France, maintenant, s'est répandu dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, mais en Europe centrale et en Europe de l'Est, la foi reste très forte. Et là, il y a espoir. Et de cette façon-là, il y a une baisse de population également. La preuve en est, c'est que juste après Napoléon, il y a eu la Deuxième République, alors que la première était à l'époque de la Révolution française. Ensuite, il y a eu le retour à la restauration du monarque avec Philippe, après Louis-Philippe. Après, il y a eu Charles X, et puis il s'est écroulé de nouveau. Et ensuite, il y a eu Napoléon, qui est devenu empereur, et s'est écroulé de nouveau. Et après Napoléon, il y a eu la Troisième République. En fin de compte, il y avait changement de gouvernement en moyenne tous les 11 ans en France. Donc, après avoir eu une grande stabilité monarchique pendant plusieurs siècles, la France changeait de force de pouvoir tous les quelques années. Et sous cette illusion d'une continuité de la Troisième République, qui a duré d'après Napoléon III jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, en fin de compte, il n'y a pas eu de vision de la France, il n'y a pas eu une grande France qui a été mise en avant. Et c'est là où on voit une différence énorme qui est complètement liée à la population et la foi. On regarde la différence de l'influence française par rapport à l'influence américaine. Si on était à 44 millions à cette époque-là, même 42 millions à l'époque d'avant-guerre, 1913, et d'un seul coup, on se retrouve aujourd'hui avec 65 millions. En même temps, les États-Unis, qui étaient en 1800 à 5 millions, en 1913 à 100 millions, en 1960
à l'époque où la France était sous De Gaulle à 44 millions, les États-Unis arrivent à 179 millions et aujourd'hui, c'est presque 2 fois autant, c'est 340 millions. Alors bien sûr, il y a eu de l'immigration aux États-Unis, mais il y en a eu également en France. Il y a de l'immigration en France également, mais avec plus de problèmes d'intégration dans l'esprit français et surtout dans l'esprit de la foi parce qu'il n'est pas centralisé, alors qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui existait et qui était très très fort. Alors, je vais pouvoir rentrer dans des tas d'autres considérations, dans le congrès de Vienne, dans le rôle des Rothschild, dans tout ça, etc. Mais ça, je vais rentrer bien plus dans Patreon, dans ce que je vais vous faire avec Patreon. Mais déjà là, j'ai voulu que vous ayez un petit aperçu de ce qui s'est passé au XIXe siècle en France, parce que je pense que, quelque part, ça nous prend au nez en France de nouveau. On a besoin de comprendre qu'il ne suffit pas d'être en avant sur l'intellect pour que ça suive en termes de culture ou en termes d'économie. À la prochaine.